Les problèmes sécuritaires, il l'a redit au corps diplomatique accrédité au Cameroun. Décryptage dans ce journal. Une fonction publique up-to-date, un colloque national s'ouvre demain à Yaoundé. L'administration publique camerounaise veut rédiger de nouvelles lignes pour sa modernisation. Décoration pontificale pour le couple Oke-Johnson-Do, une distinction honorifique décernée par le pape François qui récompense l'immensité de leurs œuvres dans l'Église catholique. Les défis en sport pour boucler la boucle des 20 défis en 2020. Zoom sur le défi de la relève, le défi de remporter le CHAN à domicile et la participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Voilà pour le titre. Bonsoir une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Retour ce soir sur le discours du chef de l'État devant le corps diplomatique le 9 janvier dernier au Palais de l'Unité lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An. Le président Paul Biya a consacré une large place aux problèmes sécuritaires qui minent le monde et a réaffirmé avec emphase sa volonté inébranlable de tout mettre en œuvre pour un retour définitif à la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest en trouble. Voici le commentaire de Gen B. La préoccupation majeure au Cameroun ces 5 dernières années est restée sécuritaire. Dans la région de l'extrême nord d'abord, avec Boko Haram, que le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité est en train d'essouffler. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ensuite, où la synergie d'action, autorités administratives, forces de défense et de sécurité et population met désormais en déroute les camps sécessionnistes. Paul Biya sait gré les pays amis, les partenaires et les organisations internationales de leur contribution dans cette lutte planétaire. Au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. La tenue du grand dialogue national avec les résultats que l'on sait a constitué une avancée significative dans le retour à la paix dans les 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest, en proie à l'insécurité. L'adoption par le Parlement il y a quelques semaines de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées et sa promulgation par le chef de l'État démontrent à suffire la volonté jamais prise à défaut du président Paul Biya de tout mettre en œuvre pour que notre pays retrouve la paix et la quiétude, condition sine qua non pour son développement harmonieux. Le souhait de tous les Camerounais de bonne foi aujourd'hui est que notre pays demeure cet havre de paix tant envié de tous et partout. Je signale que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2020 à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement aura chanceliers pontificaux, ils deviennent désormais des collaborateurs du pape. Monseigneur Andrew Nkea, nouvel archevêque de Bamenda, a dit en la paroisse Saint-Joseph de Mvogada la messe d'attribution ce dimanche. Pierre Binambarga. Grand jour ce jour à la paroisse Saint-Joseph anglophone de Mvogada, ici à Yaoundé. C'est un jour de grâce. Un fils de Manfé, Oke-Johnson-Do, et son épouse sont honorés par le Vatican. Une médaille leur vient du Saint-Siège. Avec cette médaille, Monseigneur Johnson est devenu comme cardinal laïque, donc conseil du pape. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, pour lui et pour notre église locale. Monseigneur Andrew Nkea, archevêque fraîchement nommé de Bamenda, préside l'Eucharistie des circonstances. La joie ici est multipliée par 2. On baigne dans la joie de la grâce de recevoir les bénédictions du nouvel archevêque.
On embrasse la confiance du Saint-Siège. Oké Johnson-Do et son épouse deviennent désormais des collaborateurs du pape. Il faut aimer et il faut savoir, dans l'esprit du Saint-Médaille, de partager ce que nous avons de peu. Moi, je suis quelqu'un qui a donné sa vie aux pauvres, aux orphelins, les rejetés. On se réjouit de la distinction, de la décoration de Oké et épouse. On s'interroge aussi sur la profondeur canonique du choix. On constitue, n'est-ce pas, quelqu'un à un rang qui va le configurer à une manière du Christ, c'est-à-dire qui sauve et en sauvant s'occupe de l'humain et du spirituel. C'est donc un acte constitutionnel spécial que nous avons vécu là, vécu comme rite, pas comme cérémonie. Maintenant que Oké et épouse sont hissés au-dessus du firmament, l'Église leur demande le mérite de la distinction, c'est-à-dire perfection dans le comportement et exemplarité des habitudes et attitudes au quotidien. Voilà des repères, voilà l'esprit du modèle. Yaoundé accueille demain le colloque sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. Écoutez, ce sera sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Gouté. Et pour les derniers réglages, le ministre de la fonction publique Joseph Lé était sur le site ce jour. Catherine Toulou-Elanga raconte. L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé traversée par une marée de chapiteaux. À l'intérieur, petite retouche, déco à la perfection. Une montée d'adrénaline pour les ouvriers à quelques heures du grand colloque sur la modernisation de la fonction publique qui démarre lundi. Sur les lieux de ce dimanche matin, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a procédé au dernier réglage. Joseph Lé est venu s'assurer que chaque chose est bien mise à sa place. Ici, dans cette salle, Angola Samba, près de 500 invités sont attendus pour l'ouverture officielle en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Demain déjà, une réflexion pluridisciplinaire va s'effectuer sur les enjeux et les possibilités de modernisation de la fonction publique camerounaise. Des stands d'exposition, de renseignements et de sensibilisation sur le fonctionnement de la fonction publique vont accueillir les milliers de visiteurs. Et puis la conférence annuelle des responsables des services centraux et extérieurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, couplée à la cérémonie de présentation des vœux, se tiendra le 16 janvier à partir de 9h30 à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème « Modernisation de l'administration publique camerounaise, l'exemple du MINIFOPRA ». Et si on allait évaluer les performances de la RTC, la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, une dizaine de jours après la prise en main de la gestion des opérations de chargement et de déchargement des navires et autres camions, la régie est même parvenue à surmonter certains obstacles, notamment informatiques. D'autres détails avec Joseph Itoté. À date, le quai du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry a accueilli une dizaine de navires et la régie déléguée a manutentionné plus de 4000 conteneurs. À la prise en main de l'infrastructure et au lendemain de l'expiration du contrat de DIT, il s'est produit un bug au niveau de la cellule informatique qui a un tout petit peu perturbé la diligence des chargements des camions. Fort heureusement, cet obstacle a été franchi avec brio. De 200 camions par jour, la régie du terminal à conteneurs est passée à environ 500 camions par jour. Dès le 31 au soir, lorsque le directeur général du port autonome de Douala nous a confié la responsabilité de la gestion du terminal à conteneurs, nous nous sommes mis au travail. Nous avons travaillé sans discontinu jusqu'au 2 matin puisqu'on devait se préparer à accueillir les clients du terminal. Les rentrées financières, quant à elles, s'élèvent à un peu plus d'1 milliard en l'espace de 10 jours. Je dois dire qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Nous sommes allés en progression. Nous avons commencé timidement parce que notre système informatique nous avait posé d'énormes problèmes. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer, nous avons désormais la maîtrise de ce système informatique et nous montons progressivement. Transition jusqu'ici réussie, pourrait-on dire. Dans la région du Nord, à Garoua, dans la région du Nord, Garoua, qui a accueilli le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, y a visité l'hôpital de référence et d'autres structures relevant de son département ministériel. Nous aurons ces informations dans nos prochaines éditions.
Restons à Garoua, dans la région du Nord, qui dispose désormais d'une usine de nettoyage et de stockage de céréales. L'unité de production d'une valeur de 600 millions de francs CFA a été inaugurée par Gabriel Mbaye-Robe, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Un dispositif moderne qui réjouit les producteurs. Ia Chamalim de CRTV Nord nous en dit plus. Ils sont venus en nombre pour exprimer fièrement leur attachement à leur département d'origine, délaissant leurs activités du week-end. 2 jours de grande mobilisation, la rencontre de Garoua fait suite à celle organisée à Bafoussam, Douala, puis Ebolova. Une occasion forte pour les fils et filles du Mao Tchanaga de dire également leur gratitude au président Paul Biya pour l'entrée de leur fils, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, dans le gouvernement des grandes opportunités. Nous étions assoiffés pour dire merci à son Excellence Paul Biya par rapport à la nomination de son Excellence le docteur Manaouda Malachi au poste du ministre de la Santé. Nous avions effectué le déplacement de Mokolo lors du meeting du 16 février, mais on n'a pas eu l'occasion de lui dire merci à notre manière. Kapsiki, Mafa, Mofu, Peul vivent en harmonie avec le reste des populations de la région du Nord. Ils font partie de la cour royale du Lamida de Garoua, où certains portent le titre de notable. Le développement, le vivre ensemble, la structuration de leur département constituent leur principale préoccupation. Les fils et les filles du Mao Tchanaga, lorsqu'il s'agit de se parler, de communier, de discuter ensemble, il ne manque pas cette occasion-là. Je pense que c'est quelque chose que Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a toujours fait prévaloir lorsqu'il s'agit de notre entraide, de notre développement. Manaouda Malachi entend poursuivre cette mobilisation des populations de Soulédé Roi, Koza, Mayo Moskota, Hina, Boura et Mokolo afin de jeter les bases d'un développement harmonieux du Mao Tchanaga dans la région de l'extrême nord. Un développement inclusif, c'est-à-dire qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Vous l'aurez certainement rectifié, il s'agissait de cette rencontre fraternelle du Mao Tchanaga, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui a rencontré les ressortissants du département du Mao Tchanaga à la place des fêtes de la communauté urbaine de Garoua pour un échange. Les déplacés internes de la crise sociopolitique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient de plus en plus de la solidarité agissante de leurs compatriotes. Les élèves déplacés viennent de recevoir des fournitures scolaires et autres appuis financiers du collectif de la diaspora camerounaise du Congo-Brazza en partenariat avec le ministère des Enseignements secondaires. Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Le nombre d'élèves déplacés internes de la crise sociopolitique a triplé entre 2019 et 2020 avec des besoins spécifiques dans la région du Nord-Ouest. J'ai identifié 1229 élèves. Première phase. La deuxième phase maintenant, qui est en cours, donne les indications qu'il y a encore presque 3000. Presque 3000 en cours d'être identifiés. Face à cette situation, un collectif des Camerounais de la diaspora au Congo-Brazzaville, regroupé au sein de Cameroun Platinum Congo, a mis 1 500 000 francs CFA à la disposition des déplacés de l'éducation de base et du secondaire. De son côté, la ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalo Valyonga, a offert du matériel didactique. Les bénéficiaires déclarent que ce don vient améliorer leurs conditions d'études. On m'a donné les cahiers, les sacs, l'argent qui va m'aider pour moi, pour apprendre bien à l'école et pour passer mon examen bien même. En procédant à la remise symbolique de ces fournitures scolaires, le gouverneur du Nord-Ouest a exhorté ses élèves d'en faire bon usage. Ce n'est que le début d'un processus qui va se poursuivre conformément aux instructions du chef de l'État. Adolphe Lélé-L'Afrique a par ailleurs appelé à une solidarité plus agissante en faveur de ses enfants dont l'avenir en dépend. L'activité des mototaxis en régulation à Banjoun dans la région de l'Ouest grâce à une formation à eux offerte par l'honorable Albert Quinche. Des permis de conduire étaient remis ce week-end au cours d'une cérémonie que présidait le préfet du Konki, Jean de Coigneux. C'est désormais avec aisance et en toute quiétude que 200 transporteurs par moto vont exercer leur métier de département du Konki. Ceci après avoir reçu leur permis de conduire catégorie A à l'issue d'une formation soutenue par l'honorable Albert Kunchi, d'où leur satisfaction.
Nous sommes fiers de sortir même de la ville parce que c'est une grâce pour nous vraiment dans la ville de Banjul. Puisque ce que l'honorable vient de nous faire vraiment, ça nous met aussi en sécurité. Pour l'honorable Albert Kunchi, député RDPC, les transporteurs par moto jouent un rôle important dans la société, d'où la nécessité de leur offrir une formation adéquate. Il s'agit pour moi de suivre de près, d'accompagner les benskinners parce qu'ils sont importants pour moi, parce que c'est des moteurs de développement, parce qu'au quotidien, ils facilitent le transport des personnes et des biens. L'occasion faisant le larron, les uns et les autres ont été invités à retirer leur carte d'électeur pour se rendre massivement aux urnes le 9 février prochain et voter les listes du RDPC dans nos conquis. Quittons la région de l'Ouest pour l'Est, où la toute première directrice du centre de promotion de la famille Mama Rosette de Dimako est installée dans ses nouvelles fonctions. Elle s'appelle elle aussi Rosette Ndengue cette fois, à la charge d'encadrer et de veiller à la promotion de la femme de Dimako et à sa formation. Joël Igor Abanda de CRTV Est nous en dit plus. C'est un centre de promotion de la femme de la famille flambant neuf dont hérite Rosette Ndengue, épouse née aussi. Cette professeure Deniège Orechel est la première directrice du centre de promotion de la femme et de la famille Maman Rosette de Dimako, dédiée à la mère de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. En l'installant, le préfet du Rognon lui a rappelé ses missions à la tête de cette structure du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il était important de lui rappeler les missions essentielles d'un centre et de mettre en exergue le rôle important de la commune pour le bon fonctionnement de ce centre. Elle devra alors mettre sur les rails ce centre de promotion de la femme de la famille de Dimako, inauguré et rétrocédé à l'État du Cameroun par le CERAC au nom de sa fondatrice Chantal Biya le 27 juillet 2019. C'est un grand défi, c'est pratiquement un challenge pour moi. Mais je sais qu'avec la collaboration de tous, nous serons à la hauteur de ce challenge. La priorité là maintenant, c'est la sensibilisation. Il faut entrer dans les villages, faire sortir les jeunes filles qui pensent qu'elles ont raté leur vie. En dehors des formations en informatique, couture, hôtellerie, restauration, décoration et customisation, le centre forme aussi à la carte. Et pour y être admis, les femmes et les jeunes de Dimako doivent être capables de lire et écrire l'une des deux langues officielles du Cameroun, le français et l'anglais. Dans exactement un mois, la commémoration de la 54e édition de la fête de la jeunesse, les préparatifs dans la région de l'extrême nord ont démarré. Là-bas, l'implication des 6 départements est requise, recommandation faite à la faveur de la toute première réunion préparatoire à cet événement national. Nicole Massaï, CRTV Extrême Nord. Présenté et le secrétaire général des services du gouverneur Roger Safo, qui a présidé la réunion, leur a recommandé de s'impliquer dans les préparatifs et de revoir les couacs qui ont entaché la célébration l'année précédente pour un succès de l'événement. Quant au choix du lieu de lancement de la fête au niveau régional, il sera effectué au cours de la prochaine réunion prévue le 20 janvier 2020. Mobilisation particulière dans la région du Sud, c'est à Mintom, dans le Djailobo, que se déroulera le lancement de la 11e de la jeunesse 2020. Des innovations sont également annoncées avec notamment la suite de la mise en œuvre du Youth Connect. Dans le Sud, Jocelyne Monayon. L'édition 2020 de la fête de la jeunesse dans le Sud sera marquée par des grandes innovations. Le Youth Connect, une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, sera en avant-garde. La grande innovation, c'est l'adossement des activités à mener dans le cadre de la fête de la jeunesse avec l'initiative Youth Connect Cameroun. Autrement dit, il est question
que les activités qui seront programmées et organisées visent l'atteinte des objectifs du développement durable. Autre grande innovation, le lancement national de la 54e édition de la fête de la jeunesse à Mintom dans le département du Dia-et-Lobo. Le Sud a été choisi pour le lancement de la 11e de la jeunesse. Le lancement aura lieu à Mintom, dans le Dia-et-Lobo. Nous allons davantage consolider le caractère décentralisé de la fête, notamment à Ebolova, où nous aurons 3 sites. Pour plus de réussite sur le plan organisationnel, des commissions ont été mises sur pied à l'occasion. Rendez-vous a été pris au 24 janvier, une autre séance de travail de mise au point. Allons vivre des préparatifs d'un autre genre. Cette fois, dans les partis politiques, les militants et responsables des sections RDPC étaient réunis à l'hôtel de ville de Banjul dans le Konki. Question de peaufiner des stratégies pour la victoire de leur liste au soir du 9 février prochain. C'était sous la houlette du chef de la délégation permanente départementale, Fotso Victor. Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. Garder l'hégémonie du RDPC dans le département du Konki, tant aux élections législatives que municipales du 9 février prochain, c'est l'essentiel à retenir au terme de la réunion de concertation des élites du département. Nous ne voulons pas être surpris. Vous savez que la campagne c'est dans 2 semaines, donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour nous battre parce que notre département doit rester dans l'escarcelle du RDPC. Non seulement nos 2 députés, mais aussi les 3 communes. Au cours de cette réunion présidée par le patriarche Fotso Victor, chef de la délégation départementale du comité central du RDPC pour le Konki, les uns et les autres ont été invités à être plus actifs sur le terrain et surtout être vigilants. Outre l'élaboration des stratégies de campagne, il y a eu également la mobilisation des fonds. Au terme de cette réunion, les différents candidats du RDPC dans le Konki attendent l'ouverture de la campagne pour démarrer avec l'opération de séduction des électeurs. Le département de la Mofouakono se concerte pour mieux conduire ce grand moment de la vie nationale. Une réunion politique regroupant toutes les élites s'est tenue ce dimanche à Ngoumou, sous la présidence de la ministre Marie-Thérèse Abenarondoa, chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Mofouakono. Eugène B. Mobiliser la base militante et assurer son encadrement adéquat en l'amenant à jouer collectif au cours des prochaines échéances électorales, Marie-Thérèse Abenarondoa est allée droit au but pour dire que l'heure de vérité a sonné pour la Mofouakono. Le message, c'est de marcher main dans la main, de faire le travail avec abnégation et avec passion et surtout de préparer les échéances qui ont un volet financier. Donc nous devons nous préparer, rester, marcher en rang serré et surtout mobiliser les fonds pour que nous puissions participer à cette élection dans la sérénité. La circulaire de la hiérarchie du parti relative au double scrutin a été amplement expliquée à l'assistance. Toute la Mofouakono est unanime. Il faut assurer au RDPC une victoire écrasante au soir du 9 février 2020. Il faut un minimum de ressources pour conduire une telle opération et nous avons arrêté un certain nombre de modalités qui font intervenir toutes les élites et forces vives. Chaque conseiller municipal puisse prévoir un minimum de 300 000 et que le candidat aux députations pourrait donc prévoir aussi 2 500 000 par section. Ces sous devraient être recouvrés par les trésoriers de section de rattachement. Cette réunion politique au relent de pré-campagne a donné l'occasion aux fils et filles de la Mofouakono de penser les blessures consécutives au choix des candidats lors des investitures et de regarder désormais ensemble vers la même direction. Mobilisation aussi dans la vallée d'une thème où une rencontre a réuni à Ambam, hommes politiques, élites, présidents de section et chefs traditionnels. Le chef de la délégation départementale du comité central du RDPC, Samuel Obama Sam, a salué la franchise et la fidélité des parties prenantes. Flavien Zobo nous en dit plus. À quelques semaines de la campagne électorale des prochaines élections législatives et municipales dans la vallée d'une thème, le RDPC ménage sa monture. La rencontre tenue à l'hôtel de ville d'Ambam s'est voulu un moment d'introspection et de réflexion sur les stratégies de travail à
adopté afin de mobiliser les troupes. Il s'agit, tel que précisé par la hiérarchie du parti, de mettre sur pied une dynamique triomphale de campagne. Il fallait apaiser, il fallait les rencontrer, que chacun parle, sorte ce qu'il y a dans son ventre, que la vallée d'une thème continue à garder cette position de citadelle imprenable du RDPC. Nous sommes en train d'élaborer le plan de campagne parce que nous voulons faire une campagne joyeuse, une campagne unifiée qui rassemble et qui donne la dynamique de victoire au RDPC pour les prochaines consultations électorales. Si les dernières investitures ont suscité des éclats de voix par endroits, selon certains présidents de section, l'heure est à la mobilisation, d'où une vision commune et une démarche méthodologique, celle qui portera le RDPC à la victoire. C'est cette note d'espoir qui va mettre un terme à cette rencontre. Le patriarche El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou, récompensé pour son immense contribution dans la promotion du vivre ensemble et la création d'emplois, le prix d'excellence pour la meilleure incarnation de la morale publique et du leadership lui a été décerné par le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun. Saïdou Mohamedou de CRTV Adamawa. Des youyous des femmes qui justifient la joie de voir encore, pour la énième fois, la distinction honorifique du patriarche Al-Hadji Mohamedou Abo Ousmanou. Cette fois, c'est autour d'une association dénommée Collectif des journalistes d'investigation, basée à Douala, qui met de la surbrillance sur l'ensemble de l'œuvre du patriarche. Le vivre ensemble qu'il pérennise dans Adamawa, plus précisément Ngaoundéré, et la création des emplois. Et je ne veux pas oublier le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage. La sélection de Amao, avec la remise du prix d'excellence, au dire des responsables du collectif, n'a pas été facile. Le récipiendaire a accepté avec grande humilité cette distinction. Je vous remercie, je n'ai pas de mots à dire, beaucoup plus que je prie bon Dieu de nous laisser ensemble, d'aider notre pays, d'aider nos dirigeants, de nous laisser en paix. Avec ce prix d'excellence pour la meilleure incarnation de la morale publique et du leadership, le CJIC entend faire du nom du patriarche un label pour le continent africain. Une nouvelle cuvée de diplômés niveau licence et ingénieur de travaux à l'université Saint-Jean-Paul II. Ils sont une cinquantaine à avoir reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie très festive. Marie-Madeleine Inouga de CRTV Centre raconte. À Dieu soit la gloire. Voilà pourquoi la cérémonie de remise des diplômes a débuté par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Barthélemy Yaouda, évêque de Yagoua. Une cinquantaine de diplômés a répondu présent à cet ultime événement qui marque la fin de plusieurs années d'études et de souvenirs à l'université Saint-Jean-Paul II. Après tant d'efforts accomplis, nous sommes très heureux du résultat d'aujourd'hui. Très heureuse en ce moment parce que c'est le résultat d'un travail acharné. Le projet éducatif de l'université Saint-Jean-Paul II se veut inspiré par le message de Jésus-Christ et entend contribuer à la formation des véritables managers et acteurs de demain, à même de sortir du lot dans cet univers concurrentiel. C'est une cuvée tout à fait particulière parce qu'il s'agit de la première promotion des ingénieurs de travaux sous la tutelle de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, mais aussi une promotion des licences professionnelles sous la tutelle de la faculté des sciences économiques et de gestion. Nos instituts privés d'enseignement supérieur ne devraient donc pas être le prolongement des formations fondamentales qu'on retrouve dans certaines universités d'État, mais des sortes de technopoles, des moules où on fait acquérir aux apprenants un ensemble de compétences. Nous sommes venus les encourager, d'abord les offrir à Dieu. Je leur dis d'être courageux sur le terrain, de ne pas désespérer. Parents et familles venus nombreux participer à ces moments de communion étaient pour la plupart plus émus que les récipiendaires, lesquels lauréats ont été enfin exhortés à construire et réussir leur vie sur les traces du Christ, comme le veut la devise de l'université Saint-Jean-Paul II, située au quartier Mvan à Yaoundé.
Charles Lembe repose depuis hier samedi à Ndogbel et à Yabassi dans le département d'Unkam, région du littoral. L'inhumation du géant du Makossa a été marquée par la pose d'une médaille à titre posthume décernée par le chef de l'État. Des moments sobres et solennels vécus par Gaël Moudio, dédié de Sierre-TV Littoral. Dès l'entrée de la ville, on pouvait sentir ce parfum de solennité, indiquant que Yabassi vivait un jour pas comme les autres. Un corps pastoral bien fourni pour diriger le cérémonial qui porte en terre le mot Tabenama, simple humain, qu'est Charles Lembe. Pour cet ultime moment, les fidèles parmi les fidèles sont là, dans la concession des Bonamayo, alors que l'artiste multifacette reçoit sa médaille de chevalier de l'ordre national de la valeur à titre posthume. On ne pleure pas. On remercie Dieu pour la bénédiction de l'avoir eu en cadeau et d'en avoir joui pendant 81 ans. Une créature inspirante qui laisse une œuvre immense, qui interroge l'humanité sur le sens de la vie. Une colonie d'artistes emmenée par le docteur chanteur Félicien Tonnet se réjouit des honneurs rendus à ce grand homme plus que discret. Il faut dire à haute voix que la discrétion de l'homme, malgré la grandeur de son art, l'humanité satisfaite d'avoir célébré un grand homme. Et c'est sur un air de Mouna Nioué de Charles Lembe, justement, en live, que la foule émue se disperse. L'artiste ne meurt pas. Place à l'artiste de la semaine, Zoué Ella annonce son retour sur la scène. Exploration d'un nouvel univers musical pour le conteur d'un vêt, engagé à promouvoir l'instrument musical des peuples Fambeti. Sidoine Monkam a rencontré l'artiste. Les sonorités d'une vête colorent et rythment la voix de Zouela. L'artiste impose son style musical puisé dans les profondeurs de la forêt équatoriale. Un rythme folklorique auquel il s'est initié auprès de quelques pionniers. J'ai vu un grand maître jouer, il s'appelait Akwebo. Je l'ai suivi dans les coulisses pour lui dire que j'aimerais bien jouer à cet instrument. Après des mois et des mois, il a commencé à me prendre en considération pour m'initier au mbet. Le mbet, cet instrument des peuples Fambeti, est fabriqué avec des calebasses, des bambous et des cordes de guitare. Ce patrimoine permet à ce fonctionnaire des finances de savourer une deuxième passion après l'enseignement. À cette musique, qui hier encore était purement traditionnelle, Zouela apporte une touche de modernité. Ces compositions en langue boulou du sud de Cameroun sont un pur régal. Parmi elles, des chansons dédiées au chef de l'État, mais aussi des classiques religieux. Morceau choisi, le grand Alléluia de Handel, une adaptation en langue boulou. L'ingéniosité autour de ses œuvres lui valent plusieurs prestations sur des podiums nationaux et internationaux. Zouela en est fier, mais compte davantage promouvoir cet instrument au cœur de la tradition orale africaine, menacée de disparition. Ce communiqué qui nous parvient, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, informe l'opinion nationale et internationale que le président de la Confédération de football africaine de football, M. Ahmad Ahmad, effectuera une visite officielle de travail au Cameroun le 13, 14 et 15 janvier 2020. Il sera accompagné à cette occasion d'une importante délégation de hauts dirigeants de l'institution fêtière du football africain, d'experts et de légendes du football de renommée mondiale. Durant son séjour, la délégation aura d'importantes concertations et réunions avec les autorités du COCAN 2021, à l'issue desquelles d'importantes décisions relatives à l'organisation du Chant Total Cameroun 2020 et de la CAN 2021 au Cameroun seront prises. Par ailleurs, la révélation des visuels du Chant Total Cameroun 2020 sera faite le 15 janvier 2020 au cours d'une soirée spéciale en présence des officiels de la CAF, communiqué signé du ministre Narcisse Moïle Kombi.
Au titre de notre série, les 20 défis de 2020, ce soir, le sport. Premier arrêt, les Lions indomptables qui constituent notre dernier cheval de qualification pour les JO de Tokyo 2020. La meilleure sélection africaine de l'année 2019 doit braver une dernière étape face à la Zambie dans une confrontation en aller et retour prévue en mars prochain. Match aux allures d'une finale. Germain Walisingé. La meilleure chance du Cameroun aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 repose aujourd'hui sur la sélection nationale de football féminin. Après avoir écarté dans la douleur l'Éthiopie, la RD Congo et la Côte d'Ivoire, les Lions indomptables disputeront une finale de qualification avec les Copper Queens de la Zambie. Une équipe qui aura dominé de la tête sur les épaules le tour précédent en inscrivant 12 buts contre l'Angola, le Zimbabwe et le Botswana écartés sans la moindre résistance. Les Pouliches d'Alain Djemfa devraient donc justifier leur titre de meilleure sélection continentale au terme de l'année précédente. Pour ce faire, il faudra jouer gros, surtout que la première manche se disputera à Yaoundé en mars à une date qui reste à déterminer par la CAF. Une rencontre à prendre très au sérieux. Seul le Kenya a réussi l'exploit d'aller arracher un point à Lusaka lors de cette phase. Les Lions doivent d'ores et déjà rentrer en cage pour préparer cette rencontre capitale quand on sait que l'équipe n'a pas beaucoup rassuré ces derniers temps. On a observé un jeu en panne de mouvement, de vivacité et d'audace. Le Cameroun a toutes ses cartes en main. Il faudra prendre une bonne option de la première manche à domicile. La détection, la formation et l'encadrement sont entre autres les défis que les centres de formation en football se sont fixés pour 2020 au Cameroun. Le seul bémol est que les moyens techniques et financiers feront la différence d'un centre de formation à un autre. Et vous nous dites, Nestor Kamga, qu'une bonne formation assurera indubitablement la relève au sein des sélections nationales. En 2020, la formation jouera un rôle clé pour la relève des footballeurs camerounais, car les sélections nationales des catégories intermédiaires en auront besoin. Pour ce faire, l'Académie nationale de football dispose d'un cahier de charges on ne peut plus volumineux. Elle se réjouit des moyens mis à sa disposition jusqu'ici pour l'encadrement des futurs footballeurs professionnels. Des ballons à suffisance, un terrain de jeu et éventuellement du matériel technique. On a presque du matériel, les plots, les ballons et les cônes, tout est mis à notre disposition pour qu'on puisse faire travailler les enfants. Et je crois que sur le plan de la technologie, on va aussi aller avec, je crois bien, les cardiofréquencemètres qui arrivent avec les GPS. Sur le terrain, les jeunes ont des jambes débordantes de talent et rêvent de devenir des footballeurs de référence plus tard. La stratégie que j'ai mise sous la main pour le moment, c'est rencontrer les différents responsables de sport dans les différents lycées. Par rapport aux interclasses, je serai obligé de faire des tours dans les différents lycées et autocollèges pour attraper quelques talents rares. Les centres de formation doivent diversifier leurs offres de formation cette année. Déjà en septembre 2019, le jeune Ivan Nonafin avait bénéficié d'un stage de recyclage au centre de formation du club anglais Manchester City. L'ANAFOOT envisage des déplacements collectifs hors du pays afin de préparer ses produits au football de haut niveau. Un exemple que les autres centres de formation gagneraient à copier en 2020. Fin du 20h30, journal préparé avec la collaboration de Daniel Mandanga. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera minuit. Georges Marcel Messila et Gilbert Onguene seront en votre compagnie. Retrouvez demain Adel Bala pour les éditions de 20h30 de la semaine. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bon début de semaine à tous.